traditionnelle non cédée du peuple algonquin Anishinaabe. Nous rendons hommage à tous les peuples, les Premières Nations, Inuits et Métis, leurs aînés, à leurs ancêtres, ainsi qu'à leurs précieuses contributions passées, présentes et futures à cette terre. En tant que prestataires de soins de santé, nous reconnaissons notre responsabilité dans le processus de vérité et de réconciliation. Nous nous engageons à écouter, à répondre et à promouvoir un système de soins culturellement sécuritaire, équitable et respectueux pour tous. Alors, je vous invite à commencer à partager les diapos et à commencer l'enregistrement. C'est fini, la parole est à vous. OK, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez voir mes diapositives? Oui. Oui, OK. Moi, je vous vois plus. Donc, si jamais vous avez une question ou besoin de précision, n'hésitez pas à ouvrir le micro puis simplement la lancer. Je vais m'adapter au fur et à mesure. Donc, bonjour à vous. Merci d'être ici aujourd'hui. Tel que Chantal a mentionné, je m'appelle Tiffany Dugas, puis je suis une travailleuse sociale. Je travaille avec les services communautaires de gérontopsychiatrie d'Ottawa depuis maintenant 13 ans. Puis c'est avec beaucoup de plaisir que je vous offre cette session d'introduction à la démence et ses manifestations comportementales et psychologiques. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de mieux comprendre la démence, non seulement sur un plan médical, mais surtout dans ses répercussions concrètes sur la personne vivant avec la maladie ainsi que sur ses proches. Donc, aujourd'hui, nous allons d'abord aborder les causes et la progression de la démence. Puis, nous allons aussi regarder comment les symptômes comportementaux et psychologiques peuvent se manifester. Puis, conclure avec quelques idées sur des approches de gestion plus efficaces, donc surtout les approches non pharmacologiques. Donc, d'abord, la question qui nous amène ici aujourd'hui, qu'est-ce que la démence? Donc, le terme démence désigne un ensemble de symptômes qui sont liés à une atteinte progressive du cerveau. Donc, souvent, on va entendre soit le terme démence ou le terme maladie neurodégénérative. Et donc, ce n'est pas une seule maladie, mais bien un ensemble de maladies. Donc, un syndrome qui peut avoir plusieurs causes. Donc, il existe de nombreux états de santé qui peuvent avoir cette cause de développer une démence. La plus fréquente que vous connaissez probablement serait la maladie d'Alzheimer. Ensuite, les démences vasculaires, frontotemporales et les démences à corps de Lewy. Je vais les approfondir dans les prochaines diapositives, mais sachez que ces atteintes, elles ont tous en commun une perte de fonction cognitive. Donc, c'est-à-dire des aspects du fonctionnement du cerveau qui sont soit liés à la mémoire, au jugement, au langage, et que ces différentes sortes de démences se distinguent par la façon dont elles évoluent, puis les symptômes qui y sont associés. Donc, c'est pour ça qu'on voit dans l'image un parapluie. Donc, c'est vraiment un terme général qu'on utilise pour définir un ensemble de maladies. Donc, pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, on estime à ce moment présent que c'est la cause la plus courante de la démence. Les statistiques varient, mais le consensus général est que la maladie d'Alzheimer représente de 60 à 80 des cas de démence. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, il y a deux types de protéines, donc les plaques amyloïdes et des dégénérescences neurofibrillaires qui sont à base d'une protéine tau. Puis, ces deux types de protéines développent dans le cerveau et interfèrent avec le fonctionnement de les cellules. Hein, donc,
Ce qu'on voit, c'est vraiment une détérioration de les cellules qui sont responsables de fonctions vraiment importantes dans notre cerveau, soit la mémoire, notre capacité de prendre des décisions, notre langage, et tout ça a un impact éventuel sur la façon qu'on vit notre vie de tous les jours et notre façon de fonctionner. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie progressive, hein. Donc, les cellules vont continuer à se détériorer progressivement à travers le temps, puis ultimement, c'est une maladie fatale. Les régions qui sont touchées par la maladie vont faire en sorte que ces régions-là commencent à diminuer. Donc, on voit dans l'image à la gauche la taille du cerveau diminuer de manière considérable. Donc, euh, les nouveaux souvenirs sont les premiers à disparaître, hein. Donc, notre mémoire à court terme, les événements récents, qu'est-ce qui est arrivé la semaine précédente, qu'est-ce qui m'est arrivé hier, qu'est-ce que j'ai mangé pour déjeuner ce matin. C'est pas toujours aussi prononcé, mais au départ, c'est vraiment la mémoire à court terme qui est atteinte. Mais c'est suivi par la suite d'une détérioration graduelle et progressive des autres fonctions cognitives. Et donc, pour vous le décrire d'une autre façon, il y a un chercheur par le nom de Barry Weisberg qui il avait élaboré une théorie par rapport à la maladie d'Alzheimer. Et ce qu'il suggère, c'est que le déclin cognitif et fonctionnel qu'on voit dans ce type de démence, ça se déroule dans le sens inverse du développement normal de l'être humain. Donc, autrement dit, les personnes qui sont atteintes perdent leurs habiletés mentales et physiques dans l'ordre inverse duquel ils les ont acquis. Donc, par exemple, si à l'âge de 16 ans, l'adolescent commence à conduire une voiture automobile, il commence à gérer des finances un peu plus complexes. Il y a des appareils dans sa vie de tous les jours qu'il utilise comme pour faire de la cuisson, pour gérer des choses électroniques. Ben, ce serait comme les premières capacités que la personne va perdre dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, comme vous voyez dans la courbe, on voit qu'il y a un déclin progressif à travers des différents stades de la maladie qui font en sorte que la personne éventuellement a de la difficulté à gérer ses propres finances, à s'habiller et se laver sans l'aide de quelqu'un d'autre, d'aller aux toilettes de façon autonome et qu'on voit cette perte progressive là, du langage. Donc, on peut imaginer ça comme un modèle. Je peux vous dire que c'est pas une science exacte dans le sens que c'est pas tout le monde qui va avoir le diagnostic de maladie d'Alzheimer qui va suivre cette même trajectoire exactement dans cet ordre-là. Mais il a étudié un bon nombre de personnes pour déterminer qu'il y a quand même une certaine séquence aux pertes et que de façon générale, elles se font plus ou moins dans cet ordre. Euh, donc, c'est une théorie qui, je pense, nous aide beaucoup en tant que professionnels à mieux comprendre la progression de la démence, mais aussi d'adapter nos approches de soins en fonction du niveau de développement de la personne. Et ce que je veux dire par ça, c'est que si on regarde à l'idée de, par exemple, si on imagine l'âge de développement de la personne à être environ 4 ou 5 ans, ça peut nous aider à prendre une décision par rapport au fait que cette personne-là, est-ce qu'elle devrait encore vivre par elle-même, par exemple? Est-ce qu'elle devrait être seule pour des périodes prolongées? Hein, si on l'imagine d'une façon de cette période-là développementale, ça peut nous aider à mieux comprendre les fonctions cognitives qui sont encore préservées, mais ça peut aussi nous aider à prendre des décisions par rapport aux soins de cette personne-là et non pas peut-être les permettre de vivre trop longtemps à risque étant donné cette perte de fonction progressive.
Et donc, je trouve que c'est un exemple qu'on peut vraiment utiliser avec les proches pour les aider à mieux comprendre comment la maladie affecte la personne, mais aussi comment elle risque d'affecter la personne à travers le temps. Ensuite, nous avons la démence vasculaire. Ce qui est, elle, encore l'approximatif, c'est qu'elle représente environ 20% des diagnostics de démence. Et celle-ci survient lorsque les cellules du cerveau sont privées d'oxygène. Donc, si on pense au mécanisme des vaisseaux sanguins, les vaisseaux apportent le sang jusqu'à notre cerveau. Lorsque les vaisseaux sont bloqués ou endommagés, le sang n'arrive pas à se rendre dans toutes les régions. Et donc, c'est là où on peut voir que la démence vasculaire se développe. C'est que la région du cerveau qui n'a pas reçu le sang nécessaire ou l'oxygène pour survivre, ces cellules-là commencent à détériorer et mourir. Donc, c'est vraiment important, je pense, de noter que euh, c'est différent de la maladie d'Alzheimer dans le sens que les symptômes de la démence vasculaire peuvent varier beaucoup et selon la région du cerveau qui a été affectée. Donc, sa progression est différente dans ce sens-là, hein. On peut s'attendre qu'il y a peut-être comme un événement vasculaire. Ensuite, il y a une période de stabilisation, hein. Il y a eu des pertes cognitives initiales, mais là, il y a comme un plateau. Puis là, oups, il y a un autre événement vasculaire qui fait descendre les fonctions cognitives de nouveau. Et ensuite, ça se poursuit de cette façon-là. Et donc, c'est super important, je pense, de pouvoir, autant que possible, essayer de minimiser les facteurs de risque. Donc, de traiter l'hypertension si on a ça comme diagnostic. Si on a le diabète, par exemple, ça peut être un facteur de risque, des problèmes cardiaques, si on souffre d'apnée du sommeil, de problèmes de cholestérol élevé, si on a une longue historique de tabagisme. Et donc, si on peut essayer de minimiser les facteurs de risque, on peut aussi minimiser le risque de développer une démence vasculaire ou d'augmenter les déficits. Mais c'est pas toujours évident parce que si on n'arrive pas à maintenir un bon contrôle des facteurs de risque, ça peut engendrer une progression plus prononcée ou plus rapide. Donc, par exemple, si la personne souffre de diabète qui est non contrôlé, mais c'est parce qu'ils ont des problèmes de mémoire qui sont associés au fonctionnement de leur cerveau qui change, ça peut rendre la gestion du diabète très difficile ou l'hypertension, hein, de se souvenir de prendre la médication qui est importante à maintenir ces fonctions-là. Donc, ça devient assez délicat comme que la démence progresse parce que on a de plus en plus de conditions qu'on doit être en train de surveiller et de gérer. Donc, ensuite, nous avons la démence frontotemporale. Celle-ci, c'est vraiment un autre groupe de maladies neurodégénératives, mais celle-ci qui affecte les lobes frontaux et temporaux. Donc, ce qui est en rose, en rouge et en magenta sur l'image du cerveau. Et donc, c'est vraiment principalement des changements de personnalité, de comportement et de langage au départ. Et les chercheurs estiment que la maladie frontotemporale constitue environ 10% des cas de démence. Cependant, c'est la forme la plus courante chez les gens de moins de 60 ans. Donc, comme vous le voyez dans l'image, une atteinte dans les régions frontales et temporales peut créer une panoplie de défis. Et si on considère l'âge à l'apparition des symptômes, c'est souvent beaucoup plus jeune. Donc, c'est comme parfois dans la quarantaine, cinquantaine. Et donc, ce sont des gens qui ont peut-être des enfants, des jeunes enfants même à leur charge, qui sont sur le marché du travail. Et donc, il y a vraiment
des impacts très importants au niveau de la personne, ses proches et son habileté là, de fonctionner en tant que de personne dans sa communauté et dans son milieu de travail. Donc, je n'irai pas trop en détail ici parce que c'est assez complexe comme constellation de maladies, mais je pense que l'important à retenir, c'est que au départ, les changements de comportement et de personnalité, la personne peut sembler différente. Elle dit peut-être des propos qui sont inappropriés, elle agit peut-être d'une façon qui est pas perçue comme étant appropriée socialement ou différente de comment elle était avant. Elle a peut-être une perte d'intérêt ou de motivation. Elle paraît peut-être un peu impulsive dans ses comportements, hein, soudainement dépenser des grosses sommes d'argent sur des choses ou des projets qu'elle n'aurait jamais fait auparavant. Elle a peut-être des comportements plus répétitifs, compulsifs, hein, comme par exemple aller au casino à répétition quand ça n'a jamais été quelque chose qui était dans dans ses intérêts. Pardon. Nous voyons aussi, excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Nous voyons aussi les changements au niveau du langage. Donc, la personne a parfois euh, perdu le sens des mots et comment les utiliser pour se faire comprendre. Donc, elle va peut-être dire des mots, mais il y a pas un fil de conduction entre les mots qui nous permettent de comprendre ce qu'elle essaie de communiquer. Et inversement, il peut aussi y avoir des difficultés au niveau de la compréhension. Donc, ce que nous, on lui dit, elle n'a pas l'air à comprendre et pouvoir interpréter ce qu'on est en train de lui dire. Et donc, ça, c'est un sous-type de maladie frontotemporale qui peut être assez difficile à naviguer parce que c'est vraiment beaucoup de défis au niveau de la communication. Et finalement, on peut aussi voir avec les régions qui sont atteintes des changements au niveau physique, hein, des troubles moteurs, c'est ce qu'on appelle ça, mais par exemple, la personne va peut-être paraître très rigide dans ses membres, la façon qu'elle marche. Euh, Elle n'est plus aussi coordonnée, donc elle va peut-être avoir de la difficulté à naviguer dans son espace et que ça peut progressivement devenir de plus en plus difficile à gérer avec la progression de la maladie. Ensuite, nous avons la démence à corps de Lewy. Donc, c'est une maladie qui se définit par une accumulation de dépôts anormaux d'une protéine dans le cerveau. Et elle se manifeste un peu différemment de les autres que j'ai nommées. Par exemple, il peut y avoir quand même des problèmes cognitifs, donc au niveau de la mémoire, de la confusion, de la désorientation, mais c'est souvent accompagné de troubles moteurs. Donc, ce que je viens de décrire avec la maladie frontotemporale, les membres sont plus raides, la personne, sa démarche est plus lente, elle a de la difficulté à coordonner ses mouvements, qui peut affecter comment elle s'habille, comment elle entre et sort de la voiture. Mais il y a aussi des fluctuations importantes au niveau de son état de conscience. Donc, elle va avoir des moments où elle paraît très lucide, comme d'habitude, puis là, oups, il y a des moments où c'est la confusion totale, puis ça peut être extrêmement difficile pour les proches de comprendre ça parce que ça peut fluctuer en dedans de quelques heures dans la journée. Donc, c'est vraiment, ça peut être très confondant pour les proches qui essaient de soutenir cette personne, de la voir dans des différents états. Puis aussi, ce qui est particulier de la démence à corps de Louis, c'est que c'est souvent accompagné de symptômes psychotiques. Donc, par exemple, des hallucinations visuelles. La personne verra peut-être des petits enfants dans la pièce.
des animaux. Ça peut être très élaboré parfois, les choses qu'elles nous décrivent. Et euh, c'est des choses qui ne sont pas vues par les autres dans leur entourage. Ils peuvent aussi avoir des délires, par exemple, donc des idées qui sont fausses, qui ne représentent pas réellement qu'est-ce qui se produit dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, des idées très élaborées que quelqu'un leur veut du tort, que quelqu'un est contre elle, puis qu'il y a une histoire qui a été créée alentour de cette idée et que peu importe qu'est-ce qu'on essaie de leur dire pour leur faire voir que la réalité que nous connaissons, euh, malheureusement, ces idées demeurent très ancrées. Et donc, ça aussi, ça peut poser des défis. D'autres symptômes qu'on voit souvent, c'est des fluctuations au niveau de le cycle du sommeil. Donc, elle a peut-être tendance à dormir plus le jour et ensuite le sommeil est moins profond la nuit. Et ça aussi, ça peut créer une autre gamme de défis parce que les proches peuvent devenir très épuisés, hein, d'être debout à toutes les nuits avec cette personne et d'essayer de rétablir un cycle normal du sommeil. Et finalement, avec tout ça, ce sont les principales causes de démence, mais nous pouvons aussi rencontrer des gens qui ont une démence mixte. Et donc, c'est lorsqu'il y a plus qu'un type de démence qui coexiste en même temps. Et donc, le plus souvent, c'est qu'on voit une combinaison de la maladie d'Alzheimer et la démence vasculaire. Donc, c'est quelque chose qui peut inclure les symptômes de les deux maladies, mais la nature exacte des symptômes dépend énormément du type de démence puis de les zones du cerveau qui sont touchées. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, ça présente un certain, euh, une incertitude, vraiment, quand on essaie d'imaginer comment la maladie va affecter la personne, hein, sa progression, puis de quoi va avoir l'air la trajectoire quand il y a plus qu'une maladie qui est au centre là, de la, les changements cognitifs et de la détérioration du cerveau. Et donc, en gros, je voulais vous présenter les plus connus, les types les plus connus, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on rencontre de plus en plus dans notre milieu de travail, dans les programmes communautaires que nous soutenons. Mais c'est sûr qu'il existe d'autres types aussi. Donc, à la fin, je vous inviterai, si vous aimeriez qu'on en discute davantage, je serais bien heureuse de continuer cette discussion. Donc, la prochaine section que je voulais vous présenter, c'est vraiment par rapport aux changements qu'on peut observer au niveau du comportement, et de l'humeur de la personne. Parce que c'est souvent ce qui pose un défi, je pense, plus important chez la personne, chez les proches qui essayent de la soutenir et les différents services auxquels la personne pourrait avoir accès. Euh, mais cette aide peut être compliquée par les symptômes comportementaux et psychologiques. Et donc, de façon générale, on les définit comme étant des changements ou des symptômes qui sont pas des symptômes cognitifs. Donc, c'est pas des symptômes reliés à la maladie en soi, mais la façon que le cerveau est en train de changer et comment la personne comprend qu'est-ce qui se passe autour d'elle, hein, comment elle interprète les différentes choses dans sa vie de tous les jours. Et donc, on peut souvent les voir par changement de comportement, changement d'humeur. Puis c'est observé chez plus de 80% des personnes qui vivent avec une démence. Donc, c'est extrêmement fréquent et ça peut souvent être la principale source de détresse pour les proches.
quand qu'ils viennent consulter des différents programmes pour avoir un soutien et de l'éducation par rapport à la démence. Et donc, il y a différentes catégories. Ici, j'en ai mis quelques-uns. Euh, on peut avoir des symptômes perceptuels, donc, comme je décrivais tantôt, les hallucinations ou les délires que la personne peut avoir. Ils peuvent être de façon émotionnelle, donc la personne nous paraît plus anxieuse, elle est peut-être dépressive, plus irritable ou plus, elle a comme un changement de sa capacité de gérer la colère et la frustration. Hein. Elle a peut-être été historiquement une personne qui était très calme et douce, que soudainement, on dirait que ça prend pas grand-chose pour qu'elle devienne frustrée et en colère. On peut aussi voir de l'apathie. Hein. Donc, cette personne a un manque d'intérêt, de motivation à faire les choses, que ce soit de s'habiller le matin, de sortir faire des activités ou même de participer à des loisirs qu'elle a toujours aimés. Hein. Que c'est pas comme elle de refuser une invitation, par exemple, pour sortir. Hmm. D'autres symptômes qu'on peut voir, c'est les symptômes moteurs. Donc, la personne nous paraît plus agitée. Peut-être on l'observe déambuler dans les couloirs. Il y a peut-être même une certaine agressivité verbale ou physique qui se manifeste, qui est vraiment pas dans sa nature ou son caractère. Il peut aussi y avoir des symptômes du côté verbal, donc quelqu'un qui peut-être a des cris ou dit des choses à manière répétitive. Quelqu'un qui pose souvent la même question ou qui répète souvent les mêmes paroles. Euh, Puis finalement, les symptômes qui sont de nature végétative, donc des troubles du sommeil, de l'appétit en sont des importants, soit dormir en excès ou très peu, et même chose pour l'appétit. Soudainement, un grand appétit avec beaucoup d'intérêt pour les choses sucrées, par exemple, ou une perte importante d'appétit où on voit comme une perte de poids et que ça devient assez significatif pour la personne. Et donc, à l'intérieur de tout ça, j'en ai mentionné quelques-uns, mais nous pouvons avoir ce qu'on appelle des comportements réactifs. Hein. Donc, là, un moment où la personne réagit fortement, que ce soit de façon verbale ou physique, et qu'on a parfois du mal à savoir pourquoi. Hein. Des fois, ça peut survenir sans même comprendre la cause, hein, l'élément déclencheur. Mais je pense que l'important pour nous, c'est vraiment de voir ça comme étant une forme de communication. Hein. Donc, les comportements réactifs ne sont pas, c'est pas que la personne est en train de nous montrer de la méchanceté ou de la résistance, mais qu'elle tente d'exprimer quelque chose qu'elle ne peut plus verbaliser. Donc, peut-être qu'elle a une douleur qu'on on n'arrive pas à trouver. Peut-être qu'elle a peur. Peut-être qu'elle vit une frustration ou un inconfort. Peut-être qu'elle a un besoin qui n'a pas été satisfait. Alors, souvent, je vois mon rôle comme étant un peu un détective pour essayer d'observer la personne, de décoder, de comprendre qu'est-ce que son comportement est en train de nous dire. Parce que c'est vraiment en identifiant l'élément déclencheur qu'on va ensuite pouvoir mieux répondre à son besoin. Donc, je vais vous donner des exemples de ça dans les prochaines diapositives. Parce que c'est souvent difficile de distinguer entre euh, qu'est-ce qui est un symptôme de la maladie et qu'est-ce qui est un changement au niveau du comportement. Donc, je vais essayer de vous le décrire et je remarque qu'une partie de ma diapositive n'a pas été traduite. Je suis désolée. Donc, par exemple,
Si on pense à le symptôme de la maladie, donc le symptôme en soi crée une réaction émotive et cette réaction-là peut être exprimée d'une variété de façons, hein. Puis c'est ça qu'on nomme les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Donc, par exemple, si j'oublie les détails de les événements récents dans ma vie, hein, peut-être que je suis déménagée, peut-être que mon conjoint est décédé, peut-être que je ne peux plus conduire. Je, je ne peux qu'imaginer la panoplie d'émotions que je vivrais si j'apprenais au sujet de ces événements-là, comme si c'était pour la première fois. Hein, parce que si on pense à la personne qui a une atteinte au niveau de la mémoire à court terme, on a beau lui dire plusieurs fois à propos de ces événements, il y a quelque chose de fondamental dans sa façon de se souvenir des événements qui ne fonctionnent pas. Et donc, c'est comme si elle apprenait pour la première fois qu'est-ce qui lui arrive. Et donc, si c'était moi dans tu sais, cette situation, si je ne peux pas me souvenir du déménagement, je me poserais sûrement la question, ben, où sont mes choses? Comment est-ce que je peux entrer en contact avec mes enfants? Est-ce que mes proches savent même que je suis ici? Peut-être que je commencerai à me sentir très anxieuse, hein. Puis peut-être que vous me verrez déambuler les couloirs en train de essayer d'établir c'est quoi mon prochain, tu sais, c'est quoi ma prochaine action parce que il y a quelque chose qui va pas ici. Hein, peut-être que vous me verrez lancer un objet ou crier fort parce que ça me semble comme la seule façon d'exprimer ma colère ou ma frustration dans le moment. Et donc, ça, c'est un exemple de comment l'amnésie peut créer une réaction émotive qui ensuite est canalisée en changement de comportement. Hein, donc, le trouble de mémoire est le symptôme, mais la réaction émotive est déclenchée par cette incompréhension de qu'est-ce qui se passe. Peut-être que vraiment, ça fait longtemps que je demeure dans ce nouvel environnement, mais je ne reconnais pas les gens autour de moi. Peut-être que je reconnais même pas mes propres choses, hein. Ce qui est dans ma chambre, on me dit que c'est à moi, mais je les reconnais pas. Euh, je me demande qui sont ces étrangers qui essaient toujours de me parler ou qui veulent m'aider quand je vais aux salles de bain. Euh, je serais peut-être même tentée de me sauver, tellement que ça me rend mal à l'aise, cet environnement. Puis peut-être que par moment, je me sens tellement frustrée que je voudrais pousser les gens qui essaient de rentrer dans ma bulle parce que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Donc ça, c'est l'agnosie, hein, le deuxième symptôme dans le tableau. Donc notre perte de la capacité de reconnaître des objets, des personnes, hein, leur signification puis leur utilité. Et que aussi, c'est l'anosognosie. Donc, je ne reconnais pas que j'ai une maladie. Je ne reconnais pas les déficits que cette maladie crée chez moi. Et donc, ces deux choses-là ensemble font en sorte que je sens que j'ai peur, je sens que j'ai besoin de me défendre, de me débattre. Et en bleu, hein, là où on voit comme un trait de pinceau, c'est les actions qu'on peut voir à la suite de ça, hein. Peut-être que je vais appeler 911 parce que je me sens tellement au dépourvu que j'ai besoin de l'aide. Peut-être que je vais essayer de me sauver, hein. Donc, c'est vraiment un effet boule de neige, hein. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a sous la surface parfois qui peut provoquer ces changements de comportement. Mais c'est juste pour vous donner une idée du vécu de la personne puis comment ça peut vraiment l'affecter de façon importante. Finalement, le dernier dans ce tableau-là, l'apraxie. Peut-être que j'ai vraiment besoin d'utiliser la toilette, mais j'arrive pas à la trouver. Peut-être que j'arrive pas à compléter toutes les étapes nécessaires à me rendre à la toilette et l'utiliser. Hein, si on pense à toutes les étapes, je dois reconnaître que ma vessie est pleine. Je dois pouvoir me lever de ma chaise, de me diriger vers la toilette. Je dois savoir où elle est. Je dois pouvoir ouvrir la porte, me positionner devant la toilette, commencer à enlever mes vêtements, mes sous-vêtements. Et ça en fait comme déjà une vingtaine
d'étapes et on ne s'est même pas rendu encore à l'acte de la toilette et l'utiliser. Et donc, peut-être que j'arrive pas à me rendre à temps à la toilette et je commence à sentir cette honte. J'ai une tristesse qui m'envahit parce que je n'arrive plus à faire ce que j'ai toujours fait toute ma vie. Et donc, je tente de me protéger quand les gens s'approchent de moi pour essayer de m'aider, hein. Puis c'est là qu'on peut voir d'autres comportements réactifs où la personne se sent assez vulnérable et ne comprend pas pourquoi que ça lui arrive. Et donc, elle va montrer sa colère envers les personnes qui viennent dans son espace et qu'elle essaie de se protéger. Et donc, ce que je décris, c'est l'apraxie, hein, donc la difficulté à coordonner tous les mouvements nécessaires pour compléter une tâche, ce qui est quelque chose qu'on voit très fréquemment chez la personne atteinte de démence. Je vais passer à quatre autres symptômes, mais je veux aussi noter que ces symptômes, donc on appelle ça les 8A. Donc en ce moment, on voit l'amnésie, l'agnosie, anosognosie et l'apraxie. Ce sont des symptômes qui peuvent être vus dans tous les types de démence et à différents moments. Donc la personne peut tous les avoir ou n'en vivre que quelques-uns à la fois. Mais je trouve que c'est une belle façon pour moi de comprendre les différents symptômes puis l'impact réel que ça peut avoir, parce que souvent, ça peut être très confondant, hein, de comprendre l'expérience de la personne. Et donc, si on continue dans le même style, hein, disons que je suis devant un miroir et que je vois quelqu'un, un étranger qui me regarde. Peut-être que je deviens, j'ai peur, hein, je me sens un peu sur la défensive, je vais crier, sortez, sortez d'ici ou aidez-moi. Ça, c'est un exemple de comment cette altération-là de nos perceptions peut changer notre expérience de la vie de tous les jours, hein. Donc, la personne ne reconnaît pas l'image devant elle, hein, peut-être qu'elle s'imagine comme étant une personne beaucoup plus jeune, hein. Et donc, ça peut créer une certaine peur chez la personne parce qu'elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Un autre exemple de ça, ce serait quelqu'un qui interprète comme, je ne sais pas, quelque chose dans leur chambre, un ombrage, par exemple, comme étant une personne, ou la façon qu'un manteau est accroché dans la garde-robe, ça peut être interprété comme une personne ou un intrus. Donc, c'est vraiment la façon que notre cerveau interprète le message sensoriel qui fait défaut. Et donc, le cerveau recrée une histoire alentour de ce symptôme-là pour aider à la personne à mieux comprendre, mais ça peut lui donner des informations qui ne sont pas fondées dans la réalité. Euh, Au niveau d'un déficit attentionnel, peut-être que la personne essaie de participer dans des conversations quand elle est en groupe, en famille, mais elle n'arrive pas à maintenir le fil de la conversation, hein. Il y a beaucoup de gens qui parlent des fois en même temps, surtout si on est dans des familles francophones, et elle n'arrive pas à maintenir son attention sur la conversation. Un autre exemple de ce déficit attentionnel-là, ça peut être que la personne quitte la table après quelques minutes. Elle n'a pas encore même mangé une grande proportion de son assiette, mais son attention a été portée ailleurs. Peut-être qu'il y avait un son à l'extérieur de la maison. Peut-être que le téléphone a sonné, puis oups, elle est partie, mais elle a de la difficulté à maintenir son attention sur la tâche. Euh, en troisième lieu, on a l'apathie. Donc, ça, c'est peut-être les gens qu'on voit qui passent leur journée assises dans un fauteuil ou sur un divan, puis qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'engagement avec le monde extérieur. Peut-être qu'ils n'ont pas la motivation ou l'intérêt de changer leurs vêtements, de se lever pour commencer la journée. Ils nous paraissent assez neutres ou indifférents. Oups, pardon. Et finalement, l'aphasie, hein, donc les difficultés au niveau du langage.
Comme je décrivais tantôt, la personne peut peut-être avoir de la difficulté à s'exprimer, donc à nous faire comprendre ce qu'elle essaie de dire, mais elle a peut-être aussi des difficultés à nous comprendre. Et donc, ce manque-là de vraiment de participation active là, dans les rencontres sociales ou dans les discussions avec ses proches peuvent faire en sorte que c'est très difficile pour nous de comprendre comment répondre à ses besoins. Et donc, ça peut poser un défi, surtout quand on essaie d'intégrer des soins, par exemple, hein, de comprendre qu'est-ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'on essaie de lui offrir et qu'elle soit capable de nous donner son consentement. Et donc, je pense qu'en somme, ces comportements-là sont une façon que la personne essaie de nous communiquer quelque chose de significatif. Et je pense que quand on essaie de voir leur comportement d'une nouvelle perspective, un peu comme je viens de vous la décrire, on commence à voir la personne comme étant quelqu'un qui vit un moment difficile. Hein, elle essaie de faire du sens d'un monde qui est devenu très confondant. Et je pense que ça nous amène à les voir d'une manière plus empathique. Hein. Puis qu'on peut penser ensuite à d'autres moyens de les soutenir qui tiennent compte de qui elle est au fond, hein, avant la maladie, qui était cette personne et qu'est-ce qu'on sait sur elle qui peut nous aider maintenant. Et donc, c'est là où on rentre dans nos approches de soins. Ça, c'est un thème sur lequel je pourrais vous parler très longuement. Il y a des formations de un ou 2 jours qui existent, donc ce survol ne sera pas en grande profondeur, mais j'aimerais nous offrir la chance de discuter par la suite. Mais je pense que le gros ici à retenir, c'est que dans les soins de démence, on essaie toujours d'avoir des interventions qui sont non pharmacologiques. Donc, c'est pas tout de suite parce que quelqu'un a un comportement qui est peut-être difficile à interpréter ou difficile à gérer qu'on doit utiliser la médication. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup d'approches qu'on peut utiliser qui sont vraiment centrées sur la personne, hein, qui nous aident à adapter les soins à cette personne-là. Euh, Puis qu'on utilise des approches qui sont basées sur les besoins de la personne, quelles sont ses préférences et c'est quoi son histoire à cette personne-là? Hein? Comment est-ce qu'on peut utiliser cette information-là pour l'engager dans ses soins? Donc, si on pense à l'apathie, si la personne n'arrive pas à se motiver elle-même pour aller faire l'activité qu'elle a toujours aimée, c'est à nous d'être cet élément déclencheur. Hein. Peut-être qu'on entre dans sa réalité en lui offrant son breuvage préféré ou sa collation préférée. Puis c'est une fois qu'on a son attention qu'on arrive ensuite à passer à l'acte de aller participer à une activité qu'on sait qu'elle va aimer une fois qu'elle est rendue là-bas, mais qu'elle elle-même manque ce bouton-là pour se démarrer, disons. Si cette personne a besoin de l'aide avec des tâches dans la vie de tous les jours, c'est important, je pense, pour nous de savoir qui elle a été avant la démence pour pouvoir avoir une connexion avec elle. Hein, je pense souvent à des demandes qui rentrent chez notre programme que la personne a peut-être des comportements réactifs quand les personnels de soutien essaient de lui offrir de l'aide pour l'habillement ou prendre son bain ou sa douche. Euh, mais souvent, c'est qu'on on essaie d'inclure nos propres approches sans nécessairement en connaître assez sur la personne. Hein. Est-ce qu'elle a été quelqu'un qui a toujours pris sa douche le soir, mais qu'on essaie de lui donner une douche tout de suite en partant à 7 heures du matin avant qu'elle ait eu son café? Est-ce qu'on est en train d'essayer de l'habiller dans la salle de bain quand elle s'est toujours vêtue dans sa chambre à coucher et que ses vêtements sont dans son cabanon et que c'est là où elle a toujours préféré s'habiller?
On essaie d'utiliser des détails clés de la vie de la personne pour informer les approches qu'on va ensuite utiliser. Peut-être que c'est au niveau de l'environnement qu'on doit adapter. Hein. Peut-être que la personne serait vraiment intéressée de participer aux activités, mais elle ne sait pas quelle heure il est, elle ne sait pas quel est le jour de la semaine, elle ne sait pas comment se rendre à la salle. Et donc, il y a quelque chose dans l'environnement qui doit changer pour pouvoir l'inclure dans ce genre d'horaire. Hein, donc, peut-être qu'on sait ça maintenant à propos d'elle, donc on va venir la chercher à sa chambre pour participer à une activité, puis on va même la guider jusqu'à la pièce. Euh, Peut-être que dans tu sais, l'environnement d'un programme de jour, par exemple, faire l'activité d'exercice ne l'intéresse pas, mais elle a travaillé comme infirmière, puis elle aime ça aider les gens. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ses forces et ses habiletés ailleurs? Donc, peut-être qu'on l'invite à préparer la salle avant l'activité. Ou peut-être qu'on la met avec quelqu'un qui est plutôt timide dans le groupe, hein, puis qu'ensemble, ils peuvent faire une activité. Donc, c'est quelque chose qui la valorise elle, mais ça l'offre un soutien à un autre membre du groupe qui peut aussi vivre ses propres difficultés. Et donc, ça, c'est juste une couple d'idées qui me viennent en tête, mais je pense que si on peut, autant que possible, essayer de réduire l'aspect sensoriel, hein, quand que l'environnement est trop bruyant, quand il y a trop de choses qui se passent en même temps, ça peut être très difficile pour la personne à gérer, surtout si on pense à son niveau d'attention qui est devenu plus court, hein. Elle peut seulement se concentrer pour quelques minutes avant d'être distraite. Donc, on veut essayer autant que possible de minimiser les autres sources de distraction. Euh, et donc, l'environnement, s'assurer que c'est bien éclairé, que les choses sont visibles avec les lettres, une taille que la personne peut lire. C'est toutes des petites choses, mais qui peuvent diminuer le stress que la personne va vivre et augmenter son succès à vivre des expériences positives, peu importe l'environnement, que ce soit un rendez-vous chez le médecin, une participation dans un programme communautaire ou, tu sais, dans une maison de retraite ou un foyer de longue durée. Donc, je pense que l'environnement peut beaucoup contribuer au changement de comportement qu'on voit. Et donc, si on se met dans la peau de la personne, puis on essaie de voir son expérience, de sa perspective, je pense qu'on est vraiment mieux outillé pour mieux comprendre son vécu et de la soutenir. Et donc, en conclusion, je sais que ça n'en fait beaucoup d'informations à absorber dans un court temps, mais je pense que ce que je souhaite que vous puissiez retenir, c'est vraiment qu'on veut comprendre le comportement, hein, avant d'intervenir. Parce que derrière chaque comportement se cache une émotion, un besoin ou même une tentative de communication qui a juste mal été exécutée, hein, pas par manque d'effort chez la personne. Et donc, notre rôle, je pense, en milieu communautaire ou d'autres milieux, c'est vraiment d'accompagner la personne avec cette empathie-là et avec cette curiosité-là, hein. Parce que c'est ça, je pense, cette curiosité-là qui nous permet d'avoir un impact, puis d'intervenir avec bienveillance. Donc, je vais peut-être fermer la diapositive pour ensuite ouvrir le groupe à une discussion si vous souhaitez partager des réflexions, des observations ou même si vous souhaitez avoir de la clarification.